.dz. Abdelhamid Jelfaoui, bonsoir. Bonsoir. Auteur, journaliste, poète, je le disais encore une fois en début d'émission. Franchement, qu'est-ce qui vous a le plus parlé cette année? Est-ce de la philosophie, la littérature, la poésie qui vous a le plus marqué? Parce que j'ai lu de vous il y a seulement quelques semaines un grand hommage que vous avez rendu à celui qui était sur ce même plateau à chaque fois qu'il a été d'actualité, à savoir Nourdine Saadi. Il n'y a pas d'os dans la langue, que sais-je encore, la maison de lumière et tant d'autres. Ce Constantine qui ne l'a jamais quitté. C'est difficile à dire. Moi, je pense... c'est très difficile de dire quel est l'événement le plus important. Ou les événements. Je pense que l'année 17 et 18, je ne sais pas, en tout cas pour ce qui me concerne, ont été des années très très riches. Quand je dis riche, c'est pas simplement d'un point de vue du bonheur, mais aussi parfois très dramatique, etc. Mais 18 a été une année où on a perdu beaucoup d'amis et de renom, de très grands hommes et de très grandes femmes de culture, dont Nounou Saadi, mais pas uniquement Nounou Saadi. Il y avait Sonia, bien sûr, exemple, au théâtre, grande femme de théâtre, de cinéma, Loufa, dans le domaine du cinéma. Et c'est pas simplement des noms, c'est-à-dire à chaque fois que l'un d'eux est cité sur la scène médiatique pour disparaître avec les étoiles, ou dans les étoiles, c'est toute une époque. Ouais. C'est toute une époque. Belloufa, c'est tout un monde du cinéma. C'est pas Belloufa, c'est Alouaj, c'est Bouammari, c'est le cinéma Djidid. Et pourtant, c'est un seul film qui a réellement porté sa carrière, à savoir Nahla. Bien sûr. Mais pas uniquement Nahla. C'est aussi la censure. Belloufa a essayé de tourner Isabelle et Bérard, il n'a pas pu. Il a essayé d'adapter Le pain nu de Choukri, tout à fait, il n'a pas pu. Tout à fait. Il a été censuré pour Insurrectionnel, qui est un film prodigieux sur le plan... Moi, j'ai vu la version originale sur le plan des archives. Ça, c'est le réalisateur qui parle, hein, c'est l'homme de cinéma. Donc, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui nous a marqué. Moi, je pense, avec les amis qui sont là, pour essayer de trouver quelqu'un, peut-être qui nous réunit même dans la discorde, dans la démesure, dans... je crois que c'est le 90e anniversaire de Issiakham. En tout cas, pour moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est à la croisée des chemins de beaucoup de choses. Bon, d'abord, c'est une génération de la guerre qui a fondé une certaine peinture, etc. Et donc, on se doit, toute cette génération, avec Samson, avec d'autres, pour moi, Issiakham est un nom. Il y a Kateb Yassine, il y a Denis Martinez. Impossible de dissocier Kateb Yassine de Issiakham. On les surnommait les jumeaux de la nuit. Je veux dire, aujourd'hui, qui sont morts, qui ne sont plus là, et que nous passons à autre chose, que tirons-nous? Que tirons-nous de cette génération? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Qu'est-ce qu'elle a ouvert comme sillon? Mais franchement, la question également s'impose. Vous disiez à l'instant, pour passer à autre chose. Mais plastiquement parlant, est-ce qu'on est réellement passé à autre chose? À l'époque, on parlait de mouvement, on parlait d'école, on parlait de tendance, on parlait de maître. Et aujourd'hui, on en est où? Si. Moi, je pense qu'il y a... D'abord, si l'on compare avec les années 60, et je pense que tu ne me contrediras pas, on comptait les artistes sur le bout des doigts. Ouais. Je veux dire, quand ils ont fondé l'UNAP, vous étiez combien? Aujourd'hui, je veux dire, il y a ceux qui sont connus, il y a ceux dont les médias parlent, et il y a une infinité de jeunes dans toutes les régions du pays qui sont en train de venir, qui sont en train de se former, que ce soit à Sidi Bel Abbas, en Kabylie, dans le sud, etc., qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Mais donc je continue à propos de ce qui m'a marqué dans cette année. Pourquoi Issiakham? Issiakham, on en parlait tout à l'heure, Issiakham Kateb Yassine, on en parlait. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement vu un poète ou un peintre évoluer seul. Par exemple, vous prenez Denis Martinez, c'est toute la, je sais pas moi, l'aura de jeunes poètes qu'il y avait à Sol Roslan autour de lui. Ils ont fait les éditions Aurict, ils ont fait, etc. C'est-à-dire que c'était. Mais quand vous parlez de Sol Roslan, on peut également évoquer la production et la mémoire de Jamal Amrani. Jamal Amrani, Tarjaout. Tout à fait. Et c'est incroyable comment ces gens-là sont au croisement. Et il faut se poser la question pourquoi ils sont au croisement de beaucoup de rencontres. Par exemple, Issiakham, c'est non seulement Kateb Yassine, mais c'est aussi Ahmed Dinal.
qu'on ne connaît pas très bien, cette personne de Tlemcen, qui était un historien, qui était un ami très proche d'Inal, et qui allait se marier avec un Agriki, par exemple. Mais ici, c'est aussi Malek Haddad, c'est aussi... enfin, moi, je pense que c'est l'Algérie éclatée qui les a réunis. Hein. Qui les a réunis. Ouais. Mais est-ce qu'on se pose aujourd'hui les vraies questions? Je veux dire, on fait aujourd'hui 90e anniversaire de celui-ci ou de celui-là. On le fait d'une façon formelle. On ne va pas chercher ce que l'histoire a déposé, dont on pourrait avoir besoin. Prenons l'exemple, par exemple, de Tahar Djaoud. J'ai ramené ce livre, c'est pas pour Tahar Djaoud, aux éditions Kalimat. Mais Tahar Djaoud, en réunissant, par exemple, les articles qu'il a fait sur un certain nombre d'artistes. Il y a Ali Khoudja, Mohamed Siakhem, Mohamed Khadda, Baya, Mesli, Martinez, Demmar, Zalouki, Bouhadef, Amara, Kibouchi, Jafar, Mokrani, Bakli, Sergoua, Fares. C'est-à-dire c'est un simple journaliste, poète, dont on a regroupé des articles. C'est un travail d'édition simple, un beau livre. Mais qui a souvent dialogué avec tous ces artistes. Non, mais le dialogue existe. Également. Il est là depuis... le dialogue a commencé il y a longtemps. Quand vous prenez, par exemple, prenons un des premiers peintres algériens, Azwa Mamri. Azwa Mamri commence dans les années 20 à travailler avec les frères Jérôme et Jean Tarot. Ils ont fait un livre sur l'Atlas marocain et il a illustré. Donc le travail entre les écrivains et les peintres commence tôt. Ensuite, c'est Siakhem qui fait des peintures pour un certain nombre de poètes avec Kateb Yassine. C'est ensuite Ben Nanteur avec Jean Sénac pour Matinale de mon peuple, etc., etc. Je veux dire, le rapport entre un poète et des peintres ou des sculpteurs, etc., n'a jamais cessé. D'ailleurs, la même chose entre cinéastes. Mais attendez, est-ce que vous ne pensez pas que vous nous parlez à l'instant de cette Algérie des années 70 et 80? Parce qu'à un moment donné, il y a une rupture, il y a une cassure, donc justement, dans ce cadre de transmission, dans cette vision de transmission. Vous parliez à l'instant de dialogue entre tous les créateurs de l'époque, hein, les Kateb Yassine, les Malek Haddad, les Yassirham, les Baya et tant d'autres. Mais cette Algérie tourmentée des années 80 et 90 a été à un moment donné dans une rupture totale et absolue. Comment peut-on aujourd'hui parler de transmission alors que le fil a été coupé, Abdelrahman Jelfaoui? Enfin bon, c'est une longue débat. Mais je veux dire, on discutait tout à l'heure de l'humain. On a toujours partagé cette aventure humaine, bien sûr. Les années 90, c'est de briser l'humain. C'est de ne plus avoir d'humain en face de soi. Quand on tue, quand on ne respecte pas l'autre, quand on ne respecte pas son écoute, quand on ne le respecte pas, même en tant que simple citoyen, simple être. On ne respecte pas l'enfant, on ne respecte pas la femme, on ne respecte pas la famille, même si on n'est pas d'accord. Je veux dire, il y a d'autres moyens que la violence, que la tuerie, etc. C'est quelque chose qui nous a brisés, tous, tant que nous sommes. Mais, alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, il y a des formes de reprise. Grâce, justement, à l'accumulation de ces anciens. Et même avant, ici à Khem, les frères Rassim, les Ben Debar, etc., etc. Je veux dire, l'Algérie est d'une richesse... Quand j'ai travaillé, par exemple, sur un Agriki, j'ai été étonné. C'est quelqu'un qui a l'âge de mon père. Donc, c'est une génération. J'ai eu des problèmes monstres pour trouver de la documentation, etc. Pourtant, c'est comme si c'était mon père. Comment quelqu'un qui a vécu, qui est né en 1931, à Batna, on a des problèmes monstres pour retrouver la trace à travers le pays, à travers l'écriture, etc. Alors que c'est une grande écrivain à l'échelle méditerranéenne. C'est pour ça que je vous parlais à un moment donné de cette culture de l'amnésie dont on... Non, il y a une culture contre l'amnésie. L'amnésie est une maladie. Oui, mais aujourd'hui, très sérieusement, on est dans ça. On a été dans les années 70, 80, dans cette construction, dans cette transmission aujourd'hui pour les générations de demain. Mais les années 90 et 2000, cette tourmente a pratiquement tout emporté. Par exemple, sur son passage. Sonia disait quelque chose de très intéressant. Elle disait... elle qui avait débuté à l'Institut à 17 ans pour faire du théâtre avec Fellag, avec Rammas, etc. Elle disait, mon rêve, c'est de voir un théâtre dans chaque quartier, de chaque ville du pays.
dans chaque quartier. Ça, c'est Pas un théâtre dans chaque ville, un théâtre dans chaque quartier. Pourquoi? Parce que les jeunes ont besoin d'expression corporelle, ils ont besoin d'expression vocale, ils ont besoin de se voir, de répéter des textes. Le texte amène au livre, le livre amène au poète, le poète amène au plasticien, le plasticien c'est le décor. C'est-à-dire il faut avoir un lieu. C'est une forme de chaîne. Hein. C'est une chaîne qui crée une réalité. De faire lire les enfants. Absolument, absolument. Donc, donnez-moi un théâtre et je vous formerai tout un peuple. il y a donc, si vous voulez, je pense que chaque personne que nous avons eue, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il a khéré, comme disait le Sharaf Allah yarhamou aussi, chaque fois qu'il y a quelqu'un de ce type-là qui disparaît, c'est une bibliothèque nationale qui disparaît. Vous imaginez l'expérience qui disparaît avec un être humain, l'expérience pratique, l'expérience sociale, l'expérience intellectuelle, musicale, l'intuition, etc. Vous, c'est un anniversaire qui vous a le plus. Hein. C'est le chiffre 90, la commémoration d'un anniversaire. Un des chiffres. Un des chiffres. Je reviendrai, si vous me donnez 5 minutes plus tard, sur un événement qui n'a rien à voir avec l'Algérie et qui, à mon avis, est fondamental en 2018. Le signe et la femme, je le disais au sommaire de l'émission, entre autres conditionné le parcours de notre deuxième invité qui lui a plus de 54 ans de pratique. Bonsoir Goldy Chagran. Bonsoir, un plaisir de vous avoir, toujours d'actualité, toujours sur une nouvelle exposition, jusqu'à il y a quelques jours à la Fondation Asla, quand vous nous parlez donc justement de symphonie de Féline. C'est tout ça en même temps, cette Algérie des années 60 et des années 70 et celle d'aujourd'hui, on en est où, plastiquement parlant? Bon, là, donc, moi, donc, les années 60, je n'y étais pas. Bon, je serais peut-être mal placé d'en parler. Et non, donc, vous avez été un grand curieux, c'est-à-dire vous avez vu les expositions, vous avez confronté vos idées aux grands maîtres, ça c'est une chose très importante, c'est pour ça que je parlais de conditionnement dès le départ. Oui, donc moi, là, donc quand étant natif de l'autre côté de Rabat, au Maroc, là où j'ai eu donc l'occasion de connaître l'imam Ri et pas le peintre Azouak, il n'est pas de ma génération. Donc je suis rentré donc en Algérie, il fallait en 1964. Donc les années 60, j'ai pas donc connu ni l'école, ni les artistes, mais à partir des années donc de 66, 67, là, c'est de là où je pourrais parler de ma génération. Et là, on pourra peut-être parler aussi, peut-être une idée aussi de nos maîtres à l'époque. Et donc, il y a eu quand même, donc, là je rends aussi encore un hommage à ici à Kam, donc à Khaddami, Sliel, Khouja et tout ça. Ils vous habitent, hein, tous ces maîtres, dans vos peintures. Vous l'exprimez, vous leur rendez hommage à chaque exposition, on dit Chagran. Hein. En particulier, Mohamed Issirhan. Nous avions eu, et c'est une chance pour nous, d'avoir une très belle école et des grands maîtres. Et on a appris beaucoup de choses. Et moi, je pense que cette génération est très difficile à remplacer. Très difficile. Mais ça ne veut pas dire que... Sans passéisme aucun, sans nostalgie, sans passéisme. Hein. Ce sont des exceptions, franchement. Mais ça ne... L'époque aussi était une exception. Oui. L'époque, elle était terrible. Quand Tout à fait. Quand on parle aujourd'hui, bon, hormis ceux qui ont vécu, parce qu'ils en ont connu des vertes et des pas mûres, et avant d'arriver donc à enseigner à l'école des Beaux-Arts d'Alger, l'école des gens une école qui n'est plus l'école de l'administration française, tout ça, c'est donc une belle école algérienne avec des professeurs algériens et donc bon, des élèves algériens, mais même étrangers. À notre époque, ils étaient là, donc à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Et si on va parler de l'école ou du siècle, je vais parler un petit peu de moi, comment je me trouve dans ce monde ici.
Donc moi j'ai été découvert comme ça, c'est pas par accident l'école des beaux-arts. J'ai commencé déjà à dessiner, à peindre, j'avais des prémices et j'étais déjà prêt, mais il me fallait cette organisation quand même, qui est une école. Mais quand je suis rentré déjà, je peignais. Mais cette école était indispensable. Donc j'ai été découvert à Boumerdès, ex-Rocher Noir, en 1964. Là, lorsque j'étais, pour vivre un peu, j'étais maître d'internat, et j'ai été découvert par une délégation d'architectes, d'étudiants. C'était l'époque de l'école d'architecture et des beaux-arts. Ouais. Quand ils sont faut-il rentrés, rappeler à la génération d'aujourd'hui, voilà. On enseignait l'architecture à l'école des beaux-arts. Oui, Ouais. et c'était l'école à l'époque, l'école d'architecture, puis Tout à fait. par la suite c'est devenu l'école des beaux-arts. C'était l'école des beaux-arts, elle est devenue l'école supérieure des beaux-arts, puis ça c'est autre chose. Et là, quand ils ont découvert, ils leur ont posé la question, qui c'est qui a fait ça? J'ai dit, quelqu'un qui travaille avec nous, c'est un surveillant. On surveille donc les élèves, et puis là, de temps en temps, on criait et tout le reste. Et là, ils m'ont dit, est-ce que vous avez fait les beaux-arts? J'ai dit, non, moi, j'ai pas fait les beaux-arts. Qu'est-ce qu'il faut pour les beaux-arts? Mais c'est très simple. Vous avez tout pour faire les beaux-arts. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut un examen, un dossier général, et vas-y, tac, 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 tac. Donc, je me suis présenté à l'école des beaux-arts. Et là, donc, j'étais reçu par, à qui je rends encore hommage, un grand monsieur, un grand artiste qui était Béchir Illès, qui est directeur des Beaux-Arts, qui était directeur des Beaux-Arts, qui vit encore, il est très âgé. Et donc, il a vu, il m'a dit, bon, maintenant, vous allez au secrétariat, ils vont vous recevoir. Et il y aura un petit atelier comme ça, juste pour voir. Et ils ont vu donc le dossier. Et là, il y a un petit examen, c'est normal. Ouais. À l'époque, donc, il fallait. Ils n'exigeaient pas ni le bac, je ne sais pas. Non mais cela dit en passant, l'aventure pour vous a commencé Voilà. en 64, elle ne s'est jamais arrêtée, mais il y a comme un fil conducteur dans vos peintures, dans vos univers des années 60 à aujourd'hui, c'est ce fameux signe dont parle Tahar Djaoud dans cet ouvrage, doit être à vous seul une mémoire mise en signe. Le signe vous habite toujours encore, les mythes, les croyances et surtout cette femme que vous sublimez jusqu'à votre dernière exposition qui se déroule en ce moment, je le rappelle encore une fois, à la Fondation Asla. Quel est réellement le sens que vous donnez à ce même signe qui a traversé des milliers et des milliers d'âges? Aujourd'hui, c'est Denis Martinez qui disait « Le signe est plus fort que les bombes ici même hein ». Votre signe, à vous, vous lui donnez réellement quel sens? On est dans le symbolisme, on est dans le signe, on est réellement dans quoi? Eh bien, finalement, si on parle de signe, c'est grâce à l'école, le signe, donc l'expression de la femme et toutes ces influences des symboles, tout ça. C'est vrai que tout est signe finalement. Tout est signe. Le fait que vous levez votre main comme ça, c'est un signe déjà. Mais le signe, c'est un simple trait, ou des fois comme ça. C'est aussi un signe. Votre carte d'identité, votre signature, si vous le voyez bien, il y a écrit signature. C'est aussi un signe. Mais c'est quoi un signe? C'est une trace au départ à laquelle elle va aller vers le symbole. Si vous ne la symbolisez pas, le signe, par un graphisme, par un mouvement, dans la danse, dans beaucoup de choses. Oui, mais en ce qui vous concerne, on est plus dans la revendication ou dans l'identification? Oui. Aujourd'hui, 54 ans après Nordich Chagrin. Notre signe, nous, qui à la base, on n'invente pas grand-chose. Le signe, il a été au niveau de l'école, ce sont des maîtres, avec Ishiakam et avec Mesli. Ouais. Et eux, ils l'ont, et nous l'avons tous dans notre culture, donc algérienne. C'est presque dans notre ADN. Hein. Et voilà. Ouais. D'abord, donc algérienne, après elle devient maghrébine, elle devient africaine, et là, tout ça,
donc nos peintres, donc nos maîtres, nous ont déjà donné les prémices et par la suite, il y a eu aussi, donc aussi le mouvement à l'époque d'Auchem aussi, j'allais dire que ça répète une grande école, c'était donc un mouvement. Enfin, la question est toujours posée 40 ans après. Hein. Oui, 40 un mouvement, après. Comment dire, une école, bon, une tendance. Une école, des influences, mais ouais, juste des influences. Toutes les peintures que j'ai vues, moi, à partir les premières peintures que j'ai vues, il y a eu toujours une femme berbère et des signes tout autour. On a trouvé ça chez Siakam, d'où les Jaoussam, la symbolique, on sent déjà une modernité, et ça a été aussi chez Micheli aussi, qui est très algérien dans toutes ces symboliques. Et plus moderne que jamais. Hein. On l'a vu chez les... Donc nous, on a eu ces influences en passant par, bien sûr, le B.A.B.A., tous les modules à l'école des Beaux-Arts, avant de commencer à abstraire et aller dans le sud. Donc je suis arrivé, je ne me suis jamais, depuis, j'ai eu deux, donc je peux me permettre, si on peut parler d'école, et ça reste aussi un petit peu délicat, j'ai eu deux influences, celle de mon maître, qui restera toujours mon maître, Siakam, et donc la femme dont je parle, il y a une très grande influence, et mon appartenance par la suite, la découverte par les fondateurs donc, du groupe Auchem, il y avait des similitudes, quelque chose en moi. Lorsque j'ai présenté mon travail, là, je retrouve donc toute cette symbolique qui existe chez les Auchem. Donc, et c'est devenu pratiquement votre carte d'identité artistique. Hein, ben c'est ça, quand j'ai parlé de carte d'identité, la signature que vous avez dans votre carte d'identité, c'est un signe et qui est symbolisé, il symbolise quoi? Votre personne. Votre signature, vous êtes personnel. Vous avez un stop devant vous. C'est un signe au départ, mais il devient un symbole. Il va vous dire, c'est un sens interdit. Si on ne donne pas un sens à une peinture de signe, ça restera une gestuelle. On peut parler réellement de fil rouge avant d'aborder d'autres questions. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur cultureclub@1tv.dz. Un fil rouge, donc un dialogue permanent entre les réalisations de l'artiste que vous êtes, celui des années 60, et jusqu'à cette dernière exposition à la Fondation Asselah. Il n'y a jamais eu de rupture aujourd'hui. Cette femme, ce signe, cette symbolique, vous a toujours habité depuis pratiquement aujourd'hui 54 ans. C'est la raison pour laquelle je vous parlais d'une véritable signature. C'est un peu votre marque de fabrique, Nordin Chagran. Même si certains critiques parlaient d'une forme de répétitivité. Là, c'est un peu difficile. Bon, là, on est là pour éclairer un peu le public, et certains artistes, et des jeunes, élèves, et... les jeunes des Beaux-Arts, vous disiez, sur ce même plateau, on a coupé les ponts, on a largué les amarres, on a pris le large, il n'y a absolument aucune forme de paternité par rapport à tout ce qui a été fait dans les années 60 et 70. Ça a été leur discours, hein, assez dur, certes, aujourd'hui, mais ils sont dans une autre réflexion, dans d'autres réalisations. Bon, là, si je me présente en public aujourd'hui, téléspectateurs qui sont en Algérie, et d'ailleurs, pour qu'ils connaissent bien Chagran, je suis actuellement dans cette peinture de signes et de symboles, comme je vous l'ai expliqué. La femme, elle est toujours présente ou omniprésente. C'est la mère. Pas obligatoire. Souvent. Vous me parlez de l'esprit des Sécham, il était habité par cette... Oui, un certain temps. Mais je parle... Ils s'en est détachés à un moment. Bon, cette femme qui était dans l'expression, dans l'école des Siakam, si on peut parler d'école, et qui était toujours la femme. Et on nous l'a posé donc. Mais quand j'ai posé aussi des questions à d'autres, quelqu'un m'a dit on ne peint jamais assez la femme. Mais simplement, il y a la manière. Aujourd'hui, elle existe. l'aborder. Elle existe. Comment qu'elle existe?
c'est une femme, des enfants, un couple, mais qui n'est pas travaillé dans le sens de l'anatomie ou dans le sens expressionniste qu'il y a chez Siakam. Chez Siakam, il y a l'abstraction, il y a l'expression et il y a toute cette symbolique d'Ausham. Il y a tout ça. Et la gestuelle, on trouve aussi tout ça. Et là, nous, on a donc pris tous ces ingrédients. La femme qui est actuellement, qui me suit, qui m'a monté les signes, elle est comment? Et ceux qui suivent. Elle a voyagé dans le temps, et qu'a-t-elle à nous... Ça va être ma dernière question avant d'aborder d'autres questions. Justement, elle a voyagé dans le temps, dans l'espace. Oui. Qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui, en 2018 ben, elle a beaucoup à dire en visitant d'abord l'expo. Mais quel genre, plastiquement quel parlant, type de femme elle est aujourd'hui? Ouais. Ce n'est plus une femme avec un beau portrait et tout ça. Elle est donc structurée. Une femme moins tourmentée? Parfois oui. Mais dans mon esprit actuellement, il y a beaucoup de gaieté. Ouais. Et c'est ça, il y a beaucoup de gaieté. C'est votre période bleue? Il y a toujours bon, les couleurs, donc les chaudes, les froides. Mais il y a toujours une colombe, il y a toujours un soleil, il y a de la lumière, il y a la composition. Mais vous savez, même dans les années 90, vous étiez... Oui, mais même dans les années 90, vous étiez dans cette ouverture, dans cet espoir. La colombe a également été habitée par vos œuvres, malgré ces années de feu, de sang. Mais elle change. Oui. Elle change tout à fait. Dans l'expression, dans la facture. Elle n'est plus dans le figuratif ou dans l'expressionnisme. Elle est dans la symbolique. Quand je peins un personnage, déjà, il y a une base. D'où je pise, moi, ma base et mon levain. Mais à partir de l'écriture, donc berbère. Et je prends cette écriture, et pas pour en faire une écriture, pour dire, avoir la prétention de dire ça c'est A ou B, tout ça c'est autre chose. Je compose avec, j'en fais un personnage, j'en fais une femme, elle est toujours présente, et on la voit, elle est structurée à partir de tous ces signes-là, je compose avec, et quand vous êtes en face de cette peinture, vous voyez qu'il y a quelque chose d'algérien, de maghrébin et d'africain. Tout à fait. Maintenant, elle est aussi musicale parce qu'il y a une gaieté. On a toujours revendiqué cela dans les années 60 et 70. Hein. Et si vous cherchez bien, parce qu'il m'arrive dans cette expression parfois, il y a deux méthodes chez moi. Elle est déjà au départ travaillée dans l'abstraction. Et je ne me dis pas que je suis abstrait. Et je reviens avec des traits et des écritures pour donner donc un sens. Parfois, ça m'arrive aussi de dessiner avec ces traits et ajouter de la couleur. Donc, mon intention, moi, ce que je veux, ce que certains aussi sentent, je veux leur donner dans une expression de bonheur, une carte d'identité algérienne, maghrébine, africaine, parce que nous faisons partie de l'Afrique du Nord. Et cette même africanité dont on a oublié presque l'existence à un moment donné. Oui, hein. Oui, voilà. Mais en même temps, une temporalité, contemporalité, c'est une modernité dans l'œuvre. En tout cas, j'invite ceux qui nous regardent ce soir d'aller pousser les portes de la Fondation Asla, c'est à Alger Centre, et de découvrir vos univers. Je voulais réellement vous rendre hommage aujourd'hui, après 54 ans de pratique, d'expérience, de doute, de questionnement, mais vous êtes toujours là. Merci beaucoup, Nordine Chagran. Donc, c'est le dernier numéro de l'année 2018 pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver. Alors, on parlait de littérature, de peinture. Cette fois-ci, nous parlerons de livres et d'éditions à travers la présence de notre troisième invité, Karim Cheikh. Bonsoir. Bonsoir, Karim. 15 ans aujourd'hui. Un bilan s'impose. 15 ans, c'est... Par rapport à Nordine Chagran, oui. Ouais, c'est très jeune. C'est très jeune. Oui. Alors dites-moi, ce bilan éditorial de Appic Édition, hein, vous en avez connu des turbulences, des mers assez calmes, contrairement à l'année 2017-2018 où vous me disiez, de mémoire d'éditeur, on n'a jamais réellement connu une crise aussi importante. Produire, éditer 5 à 6 titres, pas plus pendant cette année écoulée, c'est quand même assez dramatique. C'est assez dramatique, effectivement, mais bon...
chaque année est une expérience pour nous, et chaque titre qu'on publie est une expérience, est une vie. C'est presque un accouchement. C'est une vie. Chaque titre qu'on publie est une vie. Et ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, ça fait 15 ans qu'on essaie de se renouveler et d'exister et de continuer d'exister, en tous les cas dans le genre éditorial en général. Effectivement, depuis, on va dire l'année 2014, hein, entre les collègues, on le remarque, on le voit. On le voit que depuis 2014, pratiquement, c'est la chute. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé depuis, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas réellement l'histoire, le cheminement de votre maison d'édition à l'image d'autres maisons d'édition qui souffrent au quotidien? Toutes les maisons d'édition souffrent. Quel que soit le niveau de la... Quand je dis le niveau, c'est-à-dire... l'importance financière et l'importance du catalogue, etc. Non, mais il y a des maisons d'édition qui ont l'avantage, l'opportunité d'être également des éditeurs et des imprimeurs également. C'est déjà un problème en moins. Oui, vous savez aussi bien que moi. Le monde de l'édition en Algérie, depuis les années 80, beaucoup d'éditeurs qui étaient imprimeurs à l'époque sont devenus éditeurs dans les années 90 avec l'ouverture. Beaucoup de libraires sont devenus aussi éditeurs. Beaucoup de distributeurs qui étaient leur métier sont devenus aussi éditeurs. Donc en fait, c'est un peu la compile, si on veut, des années 60-70 où il y avait une seule société nationale qui s'occupait de tout cela, c'est la SNED. Ouais. Après la cassure, donc des années 80, entre l'ENAL et la création de l'ENAG, donc l'imprimerie et le côté éditorial. Il y a eu la SNED également. Etc. Ouais. Donc, tous les gens, en fait, qui faisaient partie de ce monde qui est né dans la SNED en général, a pénétré le monde de l'édition avec les ouvertures. Il y en a qui sont devenus libraires, d'autres éditeurs, d'autres distributeurs, d'autres imprimeurs, où ils sont restés imprimeurs, etc. Bon. Les années 2000 ont fait que les choses ont avancé avec la volonté de l'État de remettre un peu le livre au centre d'aider également, de donner réellement, tendre la main à certaines maisons d'édition naissantes, à un moment donné, je parle bien, à un moment donné. Le livre, il ne faut pas oublier que le livre est un secteur économique très important. Non mais au-delà de l'aide, je voulais réellement parler d'une véritable politique, comment on appelle ça? Une véritable politique culturelle. Cela doit s'inscrire dans une politique culturelle, qu'elle soit cinématographique, éditoriale, voilà, c'est... Tous les arts sont concernés par ça. Tout à fait, exactement. Toute la culture est concernée par ça. Vous parliez tout à l'heure du théâtre. Le rêve d'avoir un théâtre dans chaque quartier, ça c'est la grande solution pour toutes les dérivées de l'art. Parce que le théâtre est une source de lecture, est une source de jeu. Dans le théâtre, il y a tout. Mais l'ancienne ministre de la Culture voulait entre autres... Il y a le décor, il y a l'art, il y a l'esthétique, rappelez-vous, la chorégraphie. Vous et moi parlions donc justement de ce projet dans l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, qui souhaitait ouvrir une bibliothèque dans chaque quartier, non pas dans chaque commune, mais dans chaque quartier. Ça a été entre autres un projet extraordinaire, utopiste pour certains, mais quand même elle avait cette volonté de vouloir créer... Il y a eu des réalisations, il y a eu des réalisations, parce que bon, il faut savoir que d'abord il y a eu une volonté. L'histoire des bibliothèques communales, ça concerne le ministère de l'Intérieur, parce que c'est les communes. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques dans les communes, effectivement. Moi, j'habite à Ben Aknoun, il y a une bibliothèque communale. Mais allez-y rendre visite à cette bibliothèque. D'accord. Après, il y a eu ce qu'on a appelé les bibliothèques de wilaya, ou les bibliothèques qui touchaient justement au secteur de la culture, qui n'a absolument rien à voir avec le secteur du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que si on prend, il y a 1541 communes en Algérie, si on prend une bibliothèque par commune, ça nous fait déjà 1541 communes. Le calcul est simple. Ouais, tout à fait. Si chaque commune achète un livre par idée, ça fait déjà 1541 livres. Mais le problème n'est pas là. Ouais. Le problème n'est pas justement de construire des murs, construire des bibliothèques. C'est faire vivre les espaces. Et vide de sens. Ouais. Parce qu'une bibliothèque,
aujourd'hui on appelle ça les médiathèques. Pourquoi? Parce que il y a le livre, mais il n'y a pas seulement que le livre. Vous allez trouver des cours d'informatique, vous allez trouver des ateliers de dessin, vous allez trouver plein de choses dans la bibliothèque. Il y a une animation en fait de la bibliothèque, mais le cœur de la bibliothèque est le livre, parce que le livre est le support de tout. Si on veut faire de la musique, il faut lire. Tout à fait. Si on veut faire du théâtre, il faut lire. Si on veut faire de l'art plastique, il faut lire. Tous les arts, toute la création... Tout tourne autour du livre. Le support livre, pour moi, en tous les cas, et je pense que je ne me trompe pas, le livre est le support de tout savoir de création, etc., etc. C'est le support de toute société. Une société qui ne lit pas est une société qui va vers le néant. Et on en est où aujourd'hui? Votre discours n'a pas été écouté, n'a pas été compris aujourd'hui. Quand je parle du discours, c'est celui de tous les éditeurs, celui de tous les faiseurs, donc justement, de cette culture, celle du livre, bien sûr. Rappelez-vous, en 2003, vous y étiez, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'il y a eu les assises du livre, il y a eu des recommandations. Si toutes ces recommandations étaient appliquées, ou le 1/10 de ces recommandations étaient appliquées, nous ne serions pas là, aujourd'hui, pour parler de toutes ces problématiques, cette équation à plusieurs inconnus pour résoudre, enfin, ce gros problème qui est celui du livre en matière de production, en matière de distribution, en matière d'aide, en matière de visibilité de nos auteurs, et tout ça en même temps Kalim Cher. J'ai comme l'impression que nous sommes dans une forme de débat fossilisé et répétitif. Donc. C'est toujours le même débat, c'est toujours le même discours qui se répète depuis des années, parce qu'on ne veut pas se dire que le livre... excusez-moi pour le terme, mais c'est beaucoup plus important que le batata. C'est-à-dire que il y a l'alimentaire, ce qu'on appelle l'alimentaire du ventre, mais il y a l'alimentaire du cerveau. Et la nourriture terrestre et spirituelle. Oui, l'alimentaire pas intellectuel, parce que nous... on a peur de ces termes-là, l'intellectuel, etc., etc. Je parle du peuple. Le chab, il khaf les expressions. On le voit d'ailleurs dans les conférences, par exemple, quand il s'agit du Salon international du livre, etc. On a des salles vides. Pas des salles vides complètement, mais... En tout cas, pas vides de sens. En tous les cas, c'est toujours les mêmes gens qu'on revoit, que ce soit dans une rencontre au Salon du Livre, que ce soit dans une exposition dans les arts plastiques, que ce soit dans la musique, etc. C'est-à-dire que la culture, elle n'est pas à la disposition du peuple. C'est le peuple qui doit porter la culture, et non pas le contraire. C'est-à-dire que ça a été la politique, la réflexion première de Kaki, de Kateb Yassine, de Alloula, à travers leur langage, à travers leur écriture, c'est offrir la culture au peuple et qu'elle soit accessible et surtout compréhensible. Il faut que la culture... En fait, le peuple n'a pas de problème avec la culture. Il porte la culture, sauf que la culture, elle est tellement intellectualisée qu'on a l'impression que le peuple continue à écouter du Chabi. Le peuple continue à écouter du Raï. Le peuple regarde les choses, s'intéresse, même s'il regarde avec une curiosité sans y aller. Le peuple ne peut pas acheter un tableau de Chagran, mais il peut acheter un livre de 500 Tout à fait. Entre autres celui de Youssef Marahi. C'est ça. L'art doit être porté par celui qui porte le budget de ce... Livrer la culture au peuple. Et la culture doit être, soutenue par un État, par un ministère, entre autres. Un ministère est à l'image d'un État. Il n'y a pas que le ministère de la Culture. Non, je n'attaque pas, on ne pointe pas un doigt accusateur contre un ministère quelconque. La culture est une question qui concerne tous les ministères. Tous les ministères, y compris le ministère des Affaires étrangères. Tout simplement un pays. Parce que vous parlez de vision, par exemple. Nos écrivains à l'étranger, nos écrivains traduits dans plusieurs langues, etc., etc. Même si ça, c'est le travail de l'éditeur. Mais il y a un travail. Vous savez, souvent on parle du cas français. Souvent. La France a 5 siècles de culture, de politique culturelle. De politique culturelle. Quand on voit les instituts français à travers le monde... Je préfère ne pas vous parler de la rentrée littéraire avec 700-800 titres chaque année. L'Algérie, il y a un centre culturel, il est à Paris. Ouais. Est-ce qu'il y a un centre culturel algérien en Égypte, au Caire? Est-ce qu'il y a un centre culturel algérien à Ouagadougou? Il n'y en a pas. C'est ça le truc. Pardon. Bien sûr. Ça, c'est la politique de l'État. C'est quoi une politique de l'État? C'est comment faire connaître sa culture.
On parlait tout à l'heure des arts rupestres, on parlait... Tout cela aussi fait partie de... C'est un tout, c'est un packaging. C'est pas le livre, l'art plastique, non, c'est un la ensemble. musique. Non, c'est un ensemble, c'est un kit. C'est pour ça que je vous parlais d'une véritable politique culturelle. Pris en charge intelligemment, pris en charge, ça ne veut pas dire que donner de l'argent. C'est pas seulement ça. Suivre. C'est pas seulement donner de l'argent. C'est mettre les gens aussi capables de mettre cette politique culturelle sur le terrain pour des résultats. Ouais. Pour des résultats. On est obligé d'avoir des résultats. Je suis une entreprise, je publie des livres, je suis obligé d'avoir des résultats. Sinon, demain, je ne pourrai pas exister. Alors moi, je veux justement, je voudrais écouter vos discours concernant cette année éditoriale 2017-2018. 5 à 7 ouvrages. On est réduit à faire 5 titres par an. Vous le dites pratiquement la mort dans l'âme. Bien sûr que je le dis, la mort dans l'âme, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je parle de moi en tant qu'éditeur, en tant que Capic Édition, c'est-à-dire... Je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine autorité, une certaine reconnaissance. On est plus ou moins connu par rapport à plusieurs maisons d'édition. Donc on nous fait confiance, on aime ce qu'on fait, etc. On reçoit. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. On reçoit des textes, on reçoit des manuscrits, des jeunes auteurs. Vous parliez tout à l'heure de génération. Il ne faut pas mépriser cette génération, parce qu'il y a une génération qui écrit avec son langage, avec son texte, avec son bagage à elle, qui ne renie pas les Katibiassine et les Issiacham en parlant d'art plastique, etc. Mais qui veut exister à travers elle-même aussi, comme nous. Tout à fait. C'est très légitime. Donc il y a une génération qui se bagarre aussi, qui se bagarre par rapport ce qu'on appelle aux pères fondateurs de la littérature algérienne, ou aux pères fondateurs des arts plastiques, ou aux pères fondateurs, etc., etc. Même concernant la musique. On va y venir dans quelques instants. On est tout le temps en défi. On est tout le temps en conflit de génération parce que on a toujours pensé que notre avenir a été confisqué. Et donc, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on le prenne. Et donc, cette génération existe. La génération qui écrit, la génération qui peint, la génération qui fait de la musique, elle existe, elle est bien là, elle se défend bien. Il suffit juste de la regarder, de lui donner de l'importance. Et lui donner surtout les outils, hein. Donc je ne sais pas pour l'accompagner dans cette aventure. Il faut ouvrir. Cette année qui se dessine, 2019, dans moins de 48 heures, Karim Chir, comment vous l'appréhendez, comment vous l'abordez? Ah, moi je reste optimiste, sinon... bah oui. Sinon on est plus... Oui, mais bien sûr, je reste optimiste, évidemment. Vous êtes condamné à la production. J'aime ce métier parce qu'il m'apporte, non pas le côté financier, évidemment, on aime bien. C'est aussi le nerf qui vous permet également de vivre bien. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est beau de rencontrer des gens. Et quand je parle des gens, parce que je peux prendre le cas du Salon du Livre, des gens entre les écrivains, les gens qui lisent, les gens qu'on reçoit au Salon du Livre, ça fait plaisir. Ça fait, même si c'est très difficile. D'avoir une forme de feedback. Mais le fait de voir cette génération qui arrive, des jeunes qui viennent chez vous et qui vous disent « j'ai pas l'habitude de lire ». Mais moi, je l'ai vécu. Hein. Ouais. J'ai pas l'habitude de lire, mais j'ai envie de lire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un livre pas très dur. C'est ça le problème. ouais. Pas très dur. Mais c'est quand même un pas. Donc il y a de l'espoir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un petit salon organisé par une association d'étudiants, Aqli'a, que je salue à l'occasion. Et 80% de cette association, c'est des filles. Ouais. C'est magnifique. Elles ont tout fait pour organiser, pour inviter des éditeurs. C'est dommage que les éditeurs, pendant le salon, donnent leur accord et qu'à la fin, chacun se retrouve avec 4 ou 5 maisons d'édition. Et encore, je suis très... Mais voilà, ça fait plaisir. Dans un campus, Aqli'a qui est nulle part, on a l'impression qu'il sort de je ne sais pas où. Mais il est là, il est là. Il y a une jeunesse qui essaie de faire les choses. Je prends le cas, par exemple, du salon de Boudjima, dans une petite ville, dans la commune mixte de Ouagnoun. Qui est devenu presque international, hein, presque. C'est un salon, petit salon organisé par une bibliothèque municipale, parce qu'on en parlait tout à l'heure de bibliothèque municipale. Sauf que, ils ont eu la chance d'avoir un maire qui est actif, un maire qui aide, un maire qui essaye de faire les choses. Il y croit.
Et aujourd'hui, le salon de Boudjima, ça se passe en avril à l'occasion de la Journée internationale du livre. Eh ben, c'est un salon où il y a du monde, où il y a des enfants, où il y a des familles, où il y a... Voilà. Tout à fait, exactement. Ça anime toute une région. Ça fait vivre hein, une région. Surtout, ce qui est intéressant, c'est l'action citoyenne. Parce qu'il est porté par les citoyens. Il est porté par les gens. Il est porté par le peuple. C'est ça ce que je veux dire. Il est porté par le peuple. Donc, il y a des associations, etc. Et les gens essaient d'aider. Les 50 000 dinars par là, les 100 000 dinars par là, des entreprises de la région, etc., qui mettent un peu d'argent, avec un peu de publicité, c'est tout à fait normal, mais ça fait vivre un petit salon qui jusqu'à aujourd'hui, a duré, 2019, ça va être la 5e édition. Son succès lui échappe, nous disait Maîtref, ici même avec Denis Martinez. Pour l'année prochaine, il va falloir qu'il trouve des solutions pour recevoir... Le cercle et les frontières la bibliothèque est devenue trop petite pour... Tout à fait. Un livre à lire peut-être pour cette fin d'année, et l'année prochaine, celui peut-être, parce qu'il sera avec nous, Youssef Madahi Nui, je le rappelle encore une fois, de la poésie dans ce monde de brut et séché, à Pic Édition. Je tiens juste à rendre hommage à une personne qu'on a perdue cette année, qui est Samir Amin, un politologue, un militant de longue date, anticolonialiste, anti-impérialiste, à la tête du Forum social mondial, qui nous a quittés en septembre dernier, trop tôt, malgré son âge, parce qu'il restait très actif, etc. Et à l'occasion, je conseille les gens, c'est pas parce qu'on l'a publié, mais c'est un livre très important. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Qui s'appelle L'éveil du Sud. Tout à fait. Publié en 2013. On l'a présenté ici même. C'est un livre qui raconte un peu l'histoire de la grande rencontre de Bandung en 56, dont l'Algérie a participé à cette rencontre et à la naissance des pays non alignés à l'époque, et qui raconte justement, parce qu'on parle de renaissance, parce qu'on parle d'espoir, parce qu'on parle de demain, 2019, et c'est un livre justement qui raconte l'éveil de ces pays du Sud. Ils sont toujours en éveil. Il y a du travail qui est en train de se faire. On a tout à l'heure Doukman, parce qu'il a eu apparemment une belle expérience en Afrique. À l'Algérie, aux portes de l'Afrique. Je suis certain qu'il va nous toucher les côtés positifs de cet éveil africain, justement. Parce qu'on pense qu'on n'avance pas. Quels que soient les problèmes que l'Algérie a aussi, et le monde entier est un gros problème. L'Algérie continue à avancer, sauf que il faut toujours se critiquer, se faire sa propre critique et ne pas avoir peur de ses défauts et de ses erreurs. Vous l'avez certainement remarqué pendant cette année 2017-2018, c'est l'espace qui est réellement dans la confrontation d'idées, où chacun souvent des acteurs n'est pas réellement d'accord. Nous sommes dans la provocation d'idées, dans la confrontation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, nos portes vous resteront toujours ouvertes, Karim Chir, en même temps que vos auteurs, et Madahi qui sera avec nous courant l'année 2019. Question réaction cultureclub@20tv.dz. Bonsoir, notre ami Radouane Bouhired. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tout le plaisir. On parlait de la femme en particulier dans les univers depuis plus de presque 50 ans de notre ami Nordine Chagran. Et la femme, vous me disiez justement pour la présentation de cette émission, musicalement parlant, je précise, c'est elle qui me parle le plus. Les Kautar Meziti, les Kalima Knight, les Dalia Sheikh, les Nora Kishou, il y en a tellement, enfin, Ahmed Zen, tout à fait, Hayat Zarrouk, tout à fait, oui. Tout à fait. Enfin, ce ne sont pas les femmes qui me parlent le plus. Je veux dire, la scène culturelle est jonchée de très bonnes intentions, masculines et féminines. Mais je voudrais un peu être sexiste ce soir. Voilà. Je voudrais simplement... Qu'est-ce qui vous a le plus touché? C'est la c'est leur voix, c'est la thématique, c'est la musicalité, c'est quoi? D'abord le combat féminin en Algérie. On en est encore là aujourd'hui en 2019? Tout à fait. Enfin, bientôt 2019. Les mentalités n'ont pas tout à fait changé de camp. Je veux dire qu'on en est encore à reléguer à la femme encore... Enfin, disons... Je comparais la femme à la musique, en fait. Je veux dire, les femmes algériennes à la musique. La femme elle-même est une symphonie? J'aurais bien voulu aller dans un sens aussi beau. Non, la cinquième roue du carrosse.
Ouais. Quand je dis la musique, l'art en général, la musique en particulier, parce que je suis là pour parler de ça. Je reviendrai aux femmes tout à l'heure, c'est un coup de gueule, hein, c'est carrément ça. Lorsque le postier ou le boulanger ou l'ordre des avocats ou le médecin ou l'infirmier, enfin tous ces corps font grève, ben, ils arrivent à avoir un gain de cause, même s'il est tardif. Le musicien, s'il fait grève, il peut crever de faim. C'est vrai. Je veux dire par là que, je reviendrai aux femmes, hein, je veux dire par là que nous n'avons pas encore inclus en nous, oui, carrément inclus en nous, la nécessité, ou tout simplement cette conscience de la nécessité de l'art. Et que sans l'art, la cité s'évanouit complètement. Je parle des femmes maintenant, je dis que c'est la cinquième roue du carrosse parce que les femmes algériennes sont tellement courageuses, elles sont à la cuisine, au fourneau, au travail, et quelque part... Et n'enfermons pas non plus cette femme dans... Et l'épée de Damoclès ouais. qui pend sur elles parce qu'elles ne sont jamais assez ceci ou jamais trop cela, quoi. Et pourtant, elles sont sur le terrain et je leur rends hommage ce soir. Et dans les arts, et surtout en musique, Redouane Bouhired. Oui, un homme. Ces albums qui vous ont le plus touché, parlé, ému. Pardon, je vais juste continuer ça en disant que un homme qui fait de la musique, même s'il est mal vu par sa propre famille, ça reste quand même un homme. Mais une femme qui fait de la musique, quand elle est mal vue, bah, c'est carrément... Elle est exposée à beaucoup plus de tragédies que l'homme, voilà. Et c'est pour ça que je rends hommage énormément ce soir. Je suis ému. Hein, non, bah, je vous sens vraiment ému, c'est pour ça que c'est vrai. Donc je reviens à ma question sur ce qui vous a le plus parlé, la voix particulière ou les voix particulières ou singulières, la composition ou les thématiques traitées dans certains des albums, entre autres de Kalima Night ou de Hayat Zerour, qui étaient des nôtres il y a de cela moins de 3 semaines. Hein. Je les salue bien bas. Eh ben, la tourmente, le déchirement, la douleur liberté. Et la... Ah oui, tout à fait, la liberté, l'amour, le déchirement, c'est très prenant quand on voit... Et parfois même l'exil. L'exil, énormément. Ouais. Le voyage, c'est tellement de sujets. Par contre, je voudrais juste revenir à quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, à ma présentation, c'est que je ne suis pas le producteur des deux titres auxquels j'ai collaboré avec Warda. Hein. Je n'ai été qu'exécutant, disons, parce que la productrice était Warda. Hein. Oui. Donc tu avais dit producteur de... Bon, j'ai dit musicien, arrangeur, interprète. Vous êtes vraiment pluriel là. Co-compositeur, parce que le compositeur principal c'est mon père, Nordin Larahmou. C'est également un hommage que vous rendiez à votre père. À mon père, Mustafa Khazem, que je salue bien bas, qui est qu'un collègue. Pardon, je reviens. Non, mais alors là, vous me tendez une perche parce que il y a un terme, vous me disiez, c'est un terme qui me dérange lorsque je parlais de légitimité, donc justement de Warda Al Jazairi. Et il y a, quant à cet album en particulier, il y a l'Ahbab. C'est l'album le plus, j'allais pratiquement dire, algérien de Warda Al Jazairi. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, vous l'avez presque, c'est un terme qui vous dérange, ça je l'ai bien compris, de légitimité sur un plan purement musical et non politique. Oui, parce que parler de légitimité, en fait, je ne sais pas. Warda est née à Paris, c'était la Titi parisienne, son père avait le tam-tam, elle a baigné et bercé. Le tam-tam, c'est un espace où tous les artistes se réunissaient. Tout à fait, à Paris. Ouais. Son père était de Sokhara, sa mère était libanaise. Elle a côtoyé la musique, autant la musique française, américaine, orientale, algérienne et maghrébine, pardon. Et elle a choisi, à un moment donné, de partir au Caire et de chanter la musique égyptienne. Et quelle collaboration avec... Et même les plus grandes... Abdel Wahab, avec Bali Hamdi, Riyad Sombati, toutes ces grandes personnes. Et effectivement, même quand elle est revenue chanter Min Ba'id ou alors Adouaka Ya Watani plutôt et Biladi Uhibbuki, par exemple, même Eid el-Karama, ça a été en égyptien. C'est vrai que c'est la seule chanson qu'elle a chantée en algérois.
Mais voilà pourquoi je vous parlais donc justement de légitimité. Redouane Bouhired, quand vous avez, on va le voir dans une poignée de secondes, me dit le réalisateur, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes avant la fin de l'émission. Et puis d'abord, vous aurez certainement remarqué que c'est une émission un peu plus longue que d'habitude, parce que c'est la dernière de l'année de 2018. C'est des résonances, des consonances assez algériennes que vous lui avez apportées, et elle était en demande à un moment donné. Exactement. Et cette chanson a eu écho très très favorable chez Warda Jazaïr, parce que justement elle voulait une chanson algérienne, et celle-ci lui allait très très bien. Alors si vous ne connaissez pas les univers... Et la composition appartient à Nordin Bouhired. Bien sûr, alors si vous ne connaissez pas les univers, la tendance, la signature de Redouane Bouhired et sa collaboration avec l'une des divas de la chanson arabe, algérienne et mondiale, Warda El Jazaïria, regardez.
Comme vous le savez, les légendes ne meurent jamais, elles se retirent sur la pointe des pieds. Warda Al-Jazairi, bien sûr, à travers une composition, une interprétation d'une beauté extrême avec l'étroite collaboration de notre quatrième invité qui n'est autre que Radouane Bouhired. Une dernière question avant d'aborder. Juste de remercier l'idée magnifique de mon père Noro, Allah yarhamou. Alors, Zeynou, Allah yarhamou, merci, Zeynou au Iqa. Mohamed Chellel au Bonjo. Oui. Sidi Ali Kriou au Santé, et puis le Firqa, toute l'équipe égyptienne qui était avec nous, Mehtab Abdel Samia au chef d'orchestre, avec tous les violonistes, M. Tarek Lattar, Hafida et Nahla au Youyou. Alors, on a eu un problème en Égypte, justement, heureusement que je les avais enregistrés ici, les Youyou. Dites-moi, Radouane Bouhired, une dernière question avant d'aborder les 10 dernières minutes de l'émission. Parlons donc justement, est-ce qu'on peut parler plutôt d'héritage, de transmission entre la diva et les voix algériennes aujourd'hui de la scène musicale algérienne 2018-2019. Vous parliez de Kalima Night, un album, quoi d'autre, qui vous a vrillé l'esprit, Kautar Meziti, avec laquelle vous avez collaboré entre autres. Hayat Zarrouk. Parlez-moi de ces voix et de cette transmission entre la génération d'hier, celle des années 60 et aujourd'hui. Elle se cristallise dans quelque chose. Elle se cristallise dans la liberté de ces personnes-là à n'être qu'elles-mêmes. C'est ce qu'a été Warda du temps d'Oncle Tom. C'est ce que je dis. Je dis toujours aux jeunes, arrêtez d'imiter Warda ou Grouabi ou l'Anqa ou n'importe qui. Soyez vous-même et vous donnerez quelque chose. Je veux dire par là, si je devais, je ne sais pas, acheter quelque chose chanté par une autre que Warda, de Warda, je préfère encore avoir l'original. Ouais. Et c'est ce que j'aime beaucoup tu parlais de Hayat Zarrouk, d'Alia Sheikh, de Noura Kishou, de toutes ces personnes, de Kalima Night, de ça. Elles ont toutes une personnalité. Et elles donnent quelque chose, elles offrent de la magie et je veux dire, une intention qui, quelque part, aboutit. Ouais. Et pour moi, ce sont des artistes aboutis. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier numéro de l'année 2018. Et puis, dernière escale, elle sera encore une fois plastique et plurielle même, parce qu'il a toujours dialogué avec tous les arts, hein, notre cinquième invité. L'ami Dokman, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que vous étiez sur ce même plateau, nous le disions, c'était pour votre exposition L'Algérie aux portes de l'Afrique. Vous déclariez votre amour pour ces Afriques plurielles. Et aujourd'hui, c'est une autre, comment dire, pas une autre tournure, mais une autre approche que vous apportez à travers, cette fois-ci, vos univers et ceux du théâtre. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a conduit vers cet art? En revenant vers l'histoire de l'Algérie, porte de l'Afrique, je n'ai jamais été en Afrique, j'aimerais bien être invité en représentant... on est africain, on l'oublie trop souvent. Je parle carrément en dépassant Tamanrasset et Janet. Ouais. Mais on est véritablement non seulement algérien, méditerranéen, africain, berbère. Et puis le démarrage, ça a été qu'à travers mon vécu, que je me suis rendu compte qu'on est très raciste en vérité, les Algériens, pas tous heureusement, mais quand même on a cette catégorie galoche, négro, et puis régionaliste, tarbaïlé, tachaoui. Moi tout ça, ça m'agace. Vous voulez aller dans le dépassement, on dépasse tout cela. Il est temps qu'on dépasse tout cela, et c'est à partir de là. Et en plus, j'ai ma source d'inspiration. Je reviens toujours vers les premières gravures de Tassili. Et je me suis dit, tiens, je vais mélanger l'art africain en général, à travers la sculpture, à travers leurs couleurs, leurs tapis, leurs signes, comme disait M. Chagrin. Le dialogue des civilisations. Et j'ai mélangé tout cela pour donner tout un travail où il y a eu 65 œuvres mélangées entre l'Algérie et l'Afrique. Une exposition qu'on aurait bien voulu voir en Afrique, hein. Voilà. Pas un petit peu partout. Vous parliez donc du rejet de l'autre, dans la stigmatisation et dans le jugement. Il y a un ouvrage que je conseille vivement, que nous avons présenté ici même, qui s'appelle La nuit sur la figure. Les textes étaient écrits par Yasmine Ardala. Les photos étaient d'une beauté extrême, mais belles dans leur fragilité et leur souffrance. Celle, bien sûr, de Qaïs Gilali, c'est aux éditions Balzac, si mes souvenirs sont bons. Hein. Voilà, c'est à mettre entre toutes les mains au passage. Parlez-moi de cette approche, donc justement, votre dialogue. On a souvent parlé des rencontres et des dialogues entre les poètes et les plasticiens. Vous, cette fois-ci, c'est le théâtre qui vous inspire. Mais de quel théâtre il s'agit Tout simplement
simplement, je suis un artiste que je rêve faire une décoration pour une pièce théâtrale en Algérie. À l'étranger, on fait appel aux artistes. Dans le temps, au temps de Boumedienne, on faisait appel à Issi Akham, à Khedda pour faire des décors de pièces théâtrales. Moi, j'en ai fait en Tunisie. Alors, je rêve aussi, moi aussi, de faire une décoration pour une pièce théâtrale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou au cinéma. Déjà, le théâtre, parce que pour moi, le théâtre, comme ce qu'il disait notre ami, il réunit tous les arts. Il y a la lumière, il y a la musique, il y a le chant, il y a la danse, il y a le mouvement. Et dans l'art plastique, il y a tout cela aussi. Et donc je me suis dit, tiens, parce que pour faire un décor pour une pièce théâtrale, il faut faire les dessins du costume, il faut jouer sur le jeu de la lumière, il faut lire le texte. Hein, et il faut s'adapter par rapport au metteur en scène, tout cela. Ça demande une certaine commande. Et quand il y a une pression sur la créativité de l'artiste, il fait l'effort de. Quand on voit par exemple l'exemple de la chapelle Sixtine a été faite par Michelangelo, il a fait un travail extraordinaire. Et pour moi, un artiste, je suis tout à fait contraire par rapport à d'autres de mes collègues. En fait, chaque artiste, je respecte d'ailleurs chaque artiste a sa démarche artistique. Moi, chaque fois, c'est un sujet. Et pourquoi le pièce théâtrale? C'est tout simplement parce qu'une rencontre à travers des petits morceaux de récupération de tissu. Et je me suis inspiré d'eux, et c'est à partir de là, j'ai fait tout l'arrière-plan de décor, et bien sûr avec des mouvements de danse et des mouvements de corps. Alors pour revenir donc, justement à vos, comment dire, aux nomades, aux grands nomades que vous êtes, malheureusement, pendant cette année 2017-2018, vous avez eu, je pense, trois expositions, mais malheureusement des expositions qui n'ont pas réellement voyagé. Alger n'est pas l'Algérie, je le répète très souvent sur les ondes et dans cette émission, les ondes de cette même chaîne de télévision. Avoir de la visibilité à Ouargla, à Biskra, à Annaba, à Oran. Non, attendez, laissez-moi. Je parle de vos expositions qui ont eu lieu souvent à Alger, qu'on n'a malheureusement pas vu. On en a parlé, certes, mais vous vouliez avoir de la visibilité. Vous me disiez comment peut-on parler de création du marché de l'art alors que nous n'arrivons même pas aujourd'hui à communiquer, à aller à la rencontre de notre public? Ben écoutez, ça c'est trop dur comme question parce qu'une seule personne n'arrangera jamais un pays. La responsabilité est de tous les ministères de la culture, tout le citoyen algérien, les parents. Non, asseoir, on le disait, asseoir tout simplement une politique culturelle. Tout le monde est responsable, chacun à son niveau. Quand on fait une expo, moi je rêve de prendre mes œuvres et aller exposer carrément dans un palais de culture de Tlemcen ou maison de culture ceci ou cela. On fait des écrits, ils répondent pas. Mais c'est ça le travail des maisons de culture en premier lieu. Il y a des espaces qui justement. Non, mais c'est pas ça. Les espaces, il y a ce qu'il faut. Maintenant, ils ont construit, ils ont fait de très belles salles. Le problème, c'est pas que l'histoire des avec tous les événements que nous avons le problème, c'est l'achat. Nous aussi, moi personnellement, je fais depuis 1995 sur les achats. Alors, ils vous demandent de ramener les œuvres. Il n'y a pas de public parce que tout est art. Les gens qui travaillent, je respecte et je salue les gens qui travaillent dans les administrations et dans les espaces culturels parce qu'ils sont très mal payés. Donc, première année, deuxième année, troisième année. Après, ils lâchent les... J'ai bien envie de vous entendre. Quelle serait, d'après vous, la marche à suivre pour la création? On en a souvent parlé ici même et chacun apportait un discours différent pour la création d'un véritable marché de l'art. Donc, justement... écoutez, le marché de l'art... Que toutes les administrations achètent, acquièrent vos œuvres, qu'ils vous donnent plus de visibilité sur l'ensemble du territoire national, qu'ils vous fassent participer à d'autres manifestations, qui soient en Algérie mais également hors de nos frontières. Ou c'est tout ça en même temps, écoutez, Lamine Dokman? Je vais vous dire une chose, le marché de l'art ne touche pas que les œuvres d'art. Souvent d'ailleurs, les gens quand ils arrivent, ils touchent le cadre, ils disent « Ah, le cadre il est très beau ». Alors qu'une œuvre d'art, on peut juste un petit détail, on peut la mettre sur un papier peint, sur une table, sur des bijoux. L'art, il crée, l'artiste, il crée. Ce que vous portez, c'est artistique, c'est des designers, c'est des artistes. La table, c'est des designers. La forme de la voiture, c'est des designers. L'architecture, c'est des designers. Le livre, c'est à travers aussi le concept d'un livre, même l'image, même le montage d'écriture. On parlait de la même chose du livre de Ismaël. On touche un peu à tous les secteurs. Mais moi, je pense que ça, c'est un problème de communication. Moi, je trouve qu'aussi, les gens ne communiquent pas. D'ailleurs, c'est cette pression-là, comme je vis de mon travail. Je vis le jour au jour, c'est pas pour m'étaler, mais malheureusement, il y a la location, ça coûte cher. Les produits pour créer une œuvre d'art, ça coûte extrêmement cher. Le processus de création, et puis, je suis désolé, les gens, ils achètent des jaquettes à 50 000, à 60 000 balles, et quand il s'agit d'une œuvre d'art, ils me disent « Oh, mais c'est quoi ça ?» Très cher par rapport à quoi? Moi, quand vous me parliez de... Je préfère acheter des copies.
Ouais. Alors là, la copie, ça c'est le nouveau... Quand vous me parliez donc justement de votre regard et de votre travail sur le théâtre, je pensais réellement que vous alliez choisir des œuvres théâtrales qui ont marqué notre mémoire et notre histoire et les traduire picturalement parlant sur des œuvres. Et pourquoi je vais refaire ce qu'ils ont déjà fait? Non, je veux dire qu'il y a peut-être une pièce qui... C'est une excellente idée, on pourrait le faire même avec plusieurs groupes d'artistes, mais le problème c'est quand vous faites des écrits, on ne vous répond pas, et puis quand... c'est pas du tout évident, c'est pas facile. Et pour puis, vous, c'est un acte de résistance en continu, c'est ce que nous disait donc justement Karim Chirp, puis tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous. Chez nous. C'est une aventure, c'est de la résistance, une guerre au quotidien. Pour pouvoir vivre et survivre. C'est carrément chez nous. Et puis il y a drôle de questions. Il dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez, partez. Ici c'est pas le pays des arts. Mais on est là, purée. C'est notre pays. On reste là et on restera là et on créera ici. On travaille ici. C'est notre pays. En tout cas, nous avons été pendant toute une année, une saison, ici même sur les ondes de Canal Algérie. Mais demain, c'est une autre aventure. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous serez certainement ici l'année prochaine pour parler. Je le rappelle, l'année prochaine, c'est dans 24 heures. Je le rappelle pour votre approche. Pardon? Impatient. Oui, dans mes passions, justement. Merci beaucoup, l'ami. Merci à vous. Docman. Une très bonne année. Merci à vous également, Radouane Bouhiren. Merci à vous. J'espère vous entendre écouter une de vos productions à travers une collaboration avec une voix féminine. Ce sera pour très bientôt, je l'espère. Un grand merci, Karim Chirp. Merci à toi. Offrez-nous des ouvrages et surtout faites-nous venir alimenter cette émission, encore une fois, qui dure et qui perdure depuis presque 17 ans. Merci beaucoup. Inch'Allah, un grand merci à vous, Nordine Chagran. Longue vie, grande création et exposition. J'espère à très très bientôt, courant l'année 2019. Et puis un roman, un livre, une poésie. Abdelrahman Jelfaoui. Grand point d'interrogation. En tout cas, l'aventure va certainement se poursuivre à partir de l'année prochaine. Merci pour votre fidélité. Un grand merci à cette petite équipe qui m'accompagne depuis de longues années. À cette tête, je le rappelle, Mohamed Boulis, mais sans oublier bien sûr Amina Bouchalfa. Et